Chers utopistes, bonjour et bienvenue dans le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. On entend souvent dire que la philosophie nous aide à penser le monde, qu'elle permet de prendre du recul, qu'elle clarifie les idées, qu'elle pose les bonnes questions. Mais dans l'espace public, la figure du philosophe ressemble bien souvent à autre chose. Quelqu'un qu'on invite à parler de tout, tout le temps, avec l'autorité de l'intellectualisme qu'il est censé incarner, quitte à dire tout et surtout n'importe quoi. Alors pour commencer, avant de se poser la question de comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, nous allons tout d'abord faire un petit tour d'horizon de l'histoire de la philosophie et de l'évolution de son rapport à la connaissance et nous interroger sur ce que c'est finalement la philosophie. Pour commenter ce voyage, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Kova, chargé de cours à l'Université de Genève et enseignant dans le secondaire en philosophie. Eh bien Florian, bonjour, bienvenue sur le podcast du projet Utopia. Est-ce que d'abord, pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, du coup, quelle est la pertinence peut-être de t'avoir invité Si ce n'est pas pertinent, il faut le dire, ce sera ma faute. Bonjour et merci pour l'invitation. J'essaierai d'être pertinent. Donc Florian Kova, en ce moment je suis principalement enseignant de philosophie dans le secondaire en Suisse. J'enseigne aussi à l'Université de Genève où je fais aussi des recherches en philosophie dans différents domaines. Donc voilà, je suis à la fois chercheur et enseignant en philosophie. Peut-être que je peux parler un peu de philosophie quand même. On va voir. Effectivement. Du coup, pour commencer, la première partie qui s'intitule grosso modo « À quoi sert la philosophie ?» Donc, vaste sujet. Je pense qu'on pourrait faire une thèse sur le sujet. Je pense qu'il faudrait quand même commencer un petit peu sur la question de l'évolution de la philosophie à travers les âges. Alors on va faire vite évidemment, on va faire du grosso modo. À quoi en fait pouvait peut-être servir la philosophie dans l'Antiquité, et est-ce qu'elle sert toujours la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'elle est mobilisée de manière différente? Dans quelle mesure elle peut aider à construire des connaissances, etc. Et également essayer de voir un petit peu la spécificité française, et après on élargira dans une prochaine épisode cette spécificité française. On va faire ça en 4-5 heures, rapide. Alors j'ai envie de commencer par cette formidable définition de la philosophie par Aristote qui dit que c'est la plus haute des connaissances, principalement parce que c'est celle qui sert à rien. Et aujourd'hui, ça paraît une très mauvaise définition, mais dans l'Antiquité, c'était vraiment l'idée que voilà, si ça sert à quelque chose, c'est que ça n'a pas de valeur en soi. Et la philosophie, c'était la connaissance pour la connaissance. Alors plus sérieusement, je reprends le terme philosophie, c'est quelque chose qui apparaît au 5e siècle avant notre ère dans le monde grec. Du coup, le monde grec, c'est pas juste la Grèce, c'est tout l'ensemble du bassin méditerranéen, avec une colonie en Italie, à Marseille, ouais. Etc. Et qu'est-ce que c'est la philosophie à la base? Alors les premiers philosophes, c'est des gens qu'on connaît, c'est Thalès, c'est Pythagore, c'est des gens qu'on associe plus aux mathématiques aujourd'hui. Ce sont en fait des gens qui souhaitent savoir. En fait, en gros, à l'époque, la philosophie, c'est un peu l'ensemble de la connaissance, si on exclut la médecine qui existe depuis très longtemps et qui est un champ à part, et la géométrie, les mathématiques qui existaient aussi avant, mais qui sont souvent faits par des philosophes aussi. Donc vraiment, les premiers philosophes, ce qu'on appelle les pré-socratiques, ceux qui arrivent avant Socrate, c'est ça, c'est des gens qui décident d'étudier le monde, c'est ceux qui vont faire les premières théories physiques sur la forme de la Terre, sur la constitution de la matière. Donc vraiment, à la base, la philosophie, c'est ça, c'est la tentative de connaître le monde de façon désintéressée. Si on veut relier ça à la question d'utilité, c'est l'idée qu'il y a une valeur de la connaissance en tant que telle. Comme aujourd'hui, on peut penser que voilà, il y a plein de connaissances qu'on a sur l'univers qui finalement ne servent pas directement à grand chose. Il y avait l'idée que c'est un des privilèges de l'espèce humaine, c'est même un des plaisirs que seule l'espèce humaine peut goûter, d'avoir cette connaissance du monde. Et vraiment, la philosophie, c'était ça, c'était la connaissance théorique. Donc, dans un premier temps, ça va être surtout opposé aux connaissances religieuses, c'est-à-dire que les pré-socratiques, les premiers philosophes, ne sont pas nécessairement des athées. Certains vont être parmi les premiers monothéistes de l'histoire de
l'histoire occidentale, mais par contre, ils sont tout ce qui est religion populaire, les religions qui existent, c'est clairement pour eux des contes de bonnes femmes, quoi. On trouve vraiment des arguments chez les premiers présocratiques du 5e siècle, qui est assez marrant si vous regardez toutes les religions qui existent autour du bassin méditerranéen. Les différents pays se représentent toujours les dieux comme ayant un peu des têtes qui ressemblent un peu à la leur, quoi. Donc c'est clair que c'est des trucs qui sont inventés. Donc, vraiment, la philosophie à l'époque, c'est surtout ça, c'est la connaissance désintéressée, pure, en contraste avec la religion, la superstition. Alors après arrive Socrate, dont on dit souvent qu'il est le père de la philosophie. Donc Socrate n'est pas le père de la philosophie au sens classique. Tout le monde à l'époque accepte qu'il y a des philosophes avant Socrate. C'est le père de la philosophie pour nous, parce que le sens du mot philosophie a changé. C'est-à-dire que la plupart des philosophes avant Socrate, nous on dirait que c'est plus des physiciens ou des mathématiciens. Donc Socrate, lui, va reprendre l'idée des philosophes. Il reprend cette idée que ce qui compte, c'est la connaissance de façon désintéressée. Mais lui, il va s'en foutre de la physique et des mathématiques. Un des thèmes principaux de Socrate, ça va être de dire ce qui compte avant tout, c'est aussi de réfléchir à ce qui fait que la vie est bonne. Et donc lui, il va beaucoup insister sur la morale, la politique, l'éthique. Et lui, il va définir la philosophie non pas tant en contraste avec la religion, les religions populaires, mais principalement en contraste avec l'opinion. Qu'est-ce que c'est l'opinion ? C'est finalement, en dehors des religions, il y a plein d'idées qu'on a comme ça dans la vie de tous les jours et sur lesquelles on base notre vie. Par exemple, qu'il faut vivre sa vie comme ça, que le succès c'est bien, que les carrières politiques c'est ce qu'il y a de mieux. En disant, mais en fait, voilà, il faudrait examiner ces choses-là, parce que ça c'est des choses qu'on tient pour vraies, mais sans avoir forcément un bon raisonnement derrière, une bonne justification. Donc, ça n'est pas encore une connaissance, c'est une opinion. Donc la phrase célèbre de Socrate, c'est « je sais que je ne sais rien ». Bon, Socrate n'est pas un sceptique, il pense pas qu'il sait pas que le monde extérieur existe. Ce qui veut dire, c'est que, en général, la plupart des opinions qui dirigent notre vie, c'est pas des choses auxquelles on a réfléchi, c'est pas encore des connaissances. Et vraiment, là, le truc auquel Socrate va opposer le philosophe, c'est pas le religieux, c'est ce qu'on appelle à l'époque le sophiste, ou plus en général, la personne qui croit savoir, qui va sur la place d'Athènes, qui aujourd'hui irait à la télé ou dans les journaux, expliquer comment il comprend tout à la vie, alors que c'est juste une opinion parmi d'autres. Et Socrate est là en disant non, mais il faut pas écouter les gens qui prétendent tout savoir. Il faut vraiment avoir des spécialistes sur chaque sujet, des gens qui ont vraiment creusé le sujet jusqu'au bout. Donc, il va y avoir une sorte de mix de ça après Socrate. La philosophie antique après Socrate, en fait, c'est un mix des deux choses que j'ai dit. Si on prend les grandes écoles comme les épicuriens, les stoïciens, c'est des gens qui cherchent la connaissance, qui à la fois cherchent à comprendre le monde physique, qui ont des grandes théories sur le fonctionnement de l'univers, mais pour qui ça se rattache aussi à une réflexion sur comment vivre sa vie. Les deux ne sont pas détachables dans l'Antiquité. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de comprendre le monde pour ensuite vivre sa vie de façon raisonnée. Et il faut vraiment voir que ça devient un peu à Rome, parce qu'après le centre d'intellectuels va se déplacer d'Athènes et de la Grèce à Rome, bien sûr, avec le développement de l'Empire romain. Il faut voir que la vie intellectuelle, la vie scientifique, c'est surtout des philosophes. C'est-à-dire que la vraiment philosophie, ça recouvre une grande partie de la vie intellectuelle et de ce qu'on appellerait la vie scientifique. Le mot science n'existe pas. C'est assez flagrant. Par exemple, des fois, on trouve des fausses citations d'Aristote sur Internet du genre le scientifique prétend savoir, mais le sage sait qu'il ne sait rien. On sait que c'est une fausse citation sans même avoir besoin de chercher dans... Oui, parce qu'il n'y avait pas de scientifique. Enfin, le terme n'existait pas, quoi. Voilà, il n'y a pas de moyen en grec de faire la distinction entre le scientifique et le sage. Le mot qui est utilisé en grec pour sage, c'est sophos. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais sagesse, dans le grec ancien, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous. La sagesse, c'est la connaissance, en fait, vraiment. Donc voilà, ça, c'est la philosophie. En fait, c'est un petit peu aussi, excuse-moi, c'est un petit peu, du coup, les débuts aussi de l'épistémologie, finalement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée... alors les présocratiques cherchent avant tout la connaissance, mais il y a déjà une réflexion chez eux sur quels sont les meilleurs moyens de connaître. Par exemple, est-ce qu'il faut se fier au sens ou pas ? D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les premiers physiciens, ils sont très réticents à faire confiance au sens. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais un exemple très simple, c'est que la plupart des présocratiques, de ces premiers physiciens, partageaient l'idée que le monde est composé d'un seul principe, d'un seul composant qui compose tout. C'est-à-dire que l'arbre, la fenêtre, les gens, les chats, l'air, tout ça, c'est fait finalement des mêmes briques de base.
Ce qui paraît une intuition assez avant-gardiste. Hein. Mm. Et leur idée, c'est que ça, on ne peut pas le savoir juste en observant le monde, parce que le chat, l'air et la table, ça a l'air d'être des choses très différentes. Hein. Si on se fie à nos sens, on va nous dire que ce n'est pas du tout la même chose, mais ils avaient des raisonnements pour dire il faut finalement que tout soit composé de principes communs. Et leur idée, c'est que voilà, pour vraiment creuser la nature de la réalité, il faut se baser sur la raison. Et effectivement, dans la philosophie un peu plus tardive, post-socratique, par exemple, principalement chez Platon, qui est un élève de Socrate, il y a cette idée qu'on va commencer à faire des hiérarchies de savoir en distinguant la simple opinion, qui est qui est juste le fait de croire que quelque chose est vrai. Voilà, si je pense que quelque chose est vrai, si je pense qu'il va pleuvoir demain, c'est une opinion. De la connaissance qui, elle, repose et a une sorte de niveau un peu plus élevé. Et il y a toute une question de savoir quelle est la distinction. Alors bien sûr, comme c'est Platon, on n'a pas de vrai, c'est toujours compliqué, il n'y a pas de définition définitive, mais il y a cette idée que finalement il doit y avoir au moins quelque chose qui fait que on a des preuves, on a des raisons de penser qui transforment l'opinion en une connaissance solide, quoi. Et ça va se poursuivre chez les philosophes comme Aristote, cette idée qu'il faut distinguer la simple opinion de la connaissance, et que le but de la philosophie, c'est la connaissance. C'est de pas se fier. La philosophie, c'est pas un échange. C'est ce que je dis souvent à mes élèves en première année de philosophie, ça les surprend toujours un peu, parce que il y a une certaine idée de la philosophie où on va tous dire ouais, moi mon opinion c'est ça, puis moi c'est ça. Je pense que voilà, j'adore on va échanger nos opinions, puis on va pas discuter, quoi, dans une sorte de truc un peu œcuménique. Puis je dis non, en fait, les philosophes depuis toujours, en général, c'est des gens qui arrivent en disant moi je pense que c'est ça la vérité, voici mes preuves. Souvent c'est un truc un peu bizarre que quand tu as des discussions sur Internet, les gens savent que tu es prof de philo, ils disent franchement, en tant que prof de philo, vous n'êtes pas très ouvert d'esprit. Ce que tu dis, moi, je pense que ça, c'est faux, tu vois. Mais en fait, tu regardes l'histoire de la philosophie, il y a quasiment aucun grand philosophe qui est du genre à dire ouais, moi, je pense que tout le monde a raison et que toutes les opinions se valent. Hein. Généralement, un grand philosophe, un philosophe qui a marqué l'histoire de la philosophie, c'est quelqu'un qui a dit voilà, moi, je pense que le monde, il est comme ça, quoi. Et puis, il a donné tout un argumentaire qui peut faire 500 pages, très compliqué, avec des arguments, justement, qui ont marqué les esprits. Donc vraiment, la philosophie dans l'Antiquité, c'est déjà ça, c'est des visions du monde qui essayent d'être pas juste des visions du monde au sens subjectif, mais qui essayent de donner des arguments pour dire cette vision du monde-là, elle est meilleure, et qui ensuite vont baser la conduite de la vie sur cette vision du monde un peu raisonnée, quoi. Okay. Fin de l'Antiquité, la philosophie disparaît un peu du monde occidental, principalement avec l'arrivée du christianisme. Alors ça, il faut expliquer, hein, comme je disais, à Rome, la principale forme d'éducation intellectuelle, c'est la philosophie. Mais quelque chose là aussi qui surprend pas mal les gens qui ne sont pas dedans, il faut voir que la plupart des philosophies antiques, elles sont athées. Alors pas athées dans le sens où elles ne croient pas en Dieu, mais où elles ne croient pas en un Dieu personnel, comme le christianisme, hein, qui va t'aider. Par exemple, les épicuriens disent il y a peut-être des dieux, mais s'il y a des dieux, ils n'en ont rien à foutre de nous, donc on n'en a rien à foutre. Les stoïciens considèrent qu'il y a un Dieu, mais Dieu, c'est le monde, qui est organisé par un plan. Et on fait tous partie du plan de Dieu, mais ce plan n'a pas notre bien-être personnel. Les aristotéliciens pensent qu'il y a un truc qui fait bouger l'univers, un premier moteur. On peut appeler ça Dieu si on veut, mais là encore, c'est un truc qui n'en a rien à secouer de ce que font les humains. Mm-hmm. Surtout pour la plupart des philosophies de l'Antiquité, à part pour l'école de Platon, hein, pour les grandes écoles d'Antiquité, il n'y a pas de vie après la mort. Ça, c'est clair. Le bonheur, c'est dans cette vie et c'est jamais, quoi. Et ça aussi, voilà. Tu vois, le christianisme, il arrive... Voilà, c'est pas très christiano-compatible, on va dire. Hein. L'idée que y a peut-être des dieux, mais ils en ont rien à faire de nous, et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Donc, l'arrivée du christianisme va mettre plutôt fin à la philosophie, à la réflexion philosophique, pas fin définitivement, mais va vraiment faire un creux. Ça va quand même créer une diminution de l'activité intellectuelle. Tout pouvait être expliqué par la religion, donc au final, on n'avait plus besoin d'expliquer grand-chose, quoi, puisque la religion expliquait tout. Voilà, exactement. Surtout les explications qui existaient n'étaient pas très compatibles avec la religion telle qu'elle existait. C'était plus ça le problème. Mais effectivement, il y avait déjà aussi moins de recherches d'explications. Donc la philosophie va revenir à partir du XIIe siècle parce qu'en fait, la plupart des textes philosophiques sont plus disponibles dans l'Europe occidentale. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. On va les retrouver dans le monde musulman pendant les... Il va y avoir au partir du XIIe siècle, il va y avoir quelques points de friction et de contact entre le monde chrétien et le monde musulman. Pas forcément des points de friction très pacifiques, mais ça va amener les philosophes à redécouvrir les textes philosophiques. Et il va y avoir une grande activité philosophique vers la fin du Moyen-Âge qui va créer une nouvelle division entre la philosophie et
la théologie, donc la science de Dieu, celle qui se base sur la Bible, Ouais. avec cette idée que la théologie, c'est celle qui cherche la connaissance dans l'interprétation des textes religieux, elle se base sur la révélation divine. Et à côté, la philosophie, on peut être philosophe et théologue, au passage, on peut être les deux. La philosophie, c'est celle qui va chercher la vérité en se basant uniquement sur ce qu'on appelle la lumière naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière naturelle ? C'est les instruments que Dieu nous a donnés pour chercher la vérité sans la révélation. C'est-à-dire, d'un côté, l'usage de la raison et de l'intelligence, et de l'autre côté, l'usage des sens pour observer le monde. Je vois. Il y a vraiment l'idée que la philosophie, c'est une recherche de la vérité, qui ne fait pas appel à la révélation, qui fait vraiment appel à la justification à partir de l'observation et du raisonnement. Donc les deux se tiennent bien la main. Il y a l'idée que, il y a beaucoup de friction, mais il y a quand même l'idée que les deux doivent amener au même résultat, plus ou moins. Puisque il y a une phrase célèbre comme ça, je crois que c'est Saint Augustin qui dit... Non, je crois que c'est... je sais plus de quel... je pense que... Peut-être que c'est Averroès. Enfin, il y a une phrase célèbre qui est reprise dans la théologie médiévale, qui est que la vérité ne saurait contredire la vérité. Donc finalement, il y a l'idée que la philosophie et la théologie doivent tomber sur le même résultat, mais c'est des méthodes et des choses différentes. Alors, le dernier jalon de l'histoire de la philosophie, si on veut, c'est la Renaissance, puis la révolution scientifique, donc l'apparition des sciences, de la physique moderne, etc., au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Tous les progrès physiques de la physique, pour l'instant, font partie de la philosophie. Encore une fois, il n'y a pas de séparation entre philosophie et science. Par exemple, le plus important livre de physique jamais écrit, qui est celui de Newton, qui sont les principes mathématiques, les Principia Mathematica, c'est les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il n'y a pas de physique, c'est la philosophie naturelle. Et par exemple, ça c'est assez peu connu, mais par exemple, quelqu'un qui a été un grand promoteur de la physique newtonienne en France, c'était Voltaire, par exemple. Pour nous, Voltaire, c'est juste un type qui écrit des contes. Si on le connaît un peu plus, c'est un tragédien, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de physique, qui a beaucoup participé à la physique. Le grand amour de sa vie, c'était la physique newtonienne. Donc tout ça, c'est vraiment un monde dans lequel la philosophie, c'est l'ensemble de la connaissance rationnelle du monde. Et là, par contre, avec la révolution scientifique, le montée des Lumières, il va y avoir un détachement de la philosophie et de la théologie, bien sûr, et il va y avoir l'idée que la philosophie s'oppose à la religion pour certaines personnes. Le dernier jalon, c'est le 19e siècle, c'est là que c'est très important pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui philosophie, c'est que jusque-là, toute la vie intellectuelle était concentrée dans le mot philosophie, mais la physique, la chimie, la biologie, la médecine vont tellement se développer, vraiment, que la spécialisation est inévitable. C'est-à-dire que maintenant, les gens, quand ils deviennent physiciens, ils ne peuvent plus être physiciens, biologistes. Au XVIIe siècle, on prend des gens comme Descartes, ils connaissent toutes les sciences de l'époque, ils les maîtrisent toutes. Oui, même, j'irais jusqu'à dire que quand on était lettré, on avait déjà des connaissances en sciences, en littérature, en art, en plein de choses, en fait, à une certaine époque. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, il n'y avait pas d'opposition littéraire scientifique, c'était... Tout ça était un grand... vous étiez éduqués, quoi. Oui, éduqués, lettrés, éduqués, c'était la même chose. Ouais, exactement. Mais le 19e siècle, c'est vraiment le siècle auquel les sciences vont finalement s'autonomiser par rapport à la philosophie. Donc peu à peu, tout au long du 19e siècle, la philosophie se réduit parce que différentes parties deviennent différentes disciplines, la physique, la chimie, la biologie. Ça, c'est la première moitié du 19e siècle, mais après, ça continue. La deuxième moitié du 19e siècle, c'est la création des sciences humaines, c'est-à-dire qu'il y a plein de parties de la philosophie qui se disent finalement, on devrait... En fait, il faut vraiment voir que l'autonomisation des parties de la philosophie sous forme de science, ça crée une sorte d'opposition science-philosophie qui n'existait pas avant, où finalement, les gens sérieux, c'est ceux qui vont faire la science, et les gens... ce qui reste, c'est la spéculation un peu métaphysique, machin truc, ça c'est pas sérieux. Donc vraiment le 19e siècle, c'est vraiment le moment où se crée l'opposition science-philosophie, avec vraiment des premiers ouvrages du type moi je suis biologiste, je vais vous expliquer ce que c'est l'âme et l'esprit, plus que la philosophie, parce que moi je vais me baser sur les neurosciences, pas vraiment les neurosciences à l'époque, mais sur la neurologie, moi je connais le cerveau, je vais vous répondre sur ce qu'est l'âme, sur ce qu'est l'intelligence, sur ce qu'est l'esprit. Écoutez pas les philosophes, on va se baser sur les sciences. Alors ça se publie toujours aujourd'hui, tous les 2-3 ans, on a par exemple un biologiste ou un physicien qui va écrire un bouquin en disant « Moi, j'ai résolu le problème du libre arbitre sur la base de ma discipline sans me soucier à ce qu'il y a en philo. » Mais ça naît au 19e siècle, et donc il se crée vraiment ce fossé entre les sciences qui s'autonomisent, puis commencent vraiment à prendre la philosophie vraiment de très haut en disant « C'est pas un truc très sérieux. » Et du coup, ça entraîne un courant où certaines branches de la philosophie veulent plus être appelées philosophie et deviennent des sciences autonomes. Donc c'est là qu'on crée la linguistique, la sociologie. Par exemple, la psychologie, c'est un cas très intéressant parce que les premiers départements de psychologie qui ont existé, c'est juste des départements de philosophie qui ont fait scission
et qui sont devenus 2 départements, un de philo, un de psycho. Ah, d'accord, je savais pas ça. Ouais, c'est assez incroyable. D'ailleurs, beaucoup de premiers psychologues sont philosophes, mais il y en a qui avaient plus envie de faire des expériences sur l'esprit humain, il y en a qui trouvaient que c'était pas la bonne méthode, donc c'est une sorte de scission. Et donc ça explique beaucoup l'état de la philosophie aujourd'hui, parce que quand on arrive au début du XXe siècle, finalement la philosophie c'est un peu vidé. La philosophie c'est un peu tout ce qui reste, qui est pas devenu une matière autonome. Donc il y a Bertrand Russell, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, il a un livre d'introduction à la philosophie qui s'appelle Principes de la philosophie, dans lequel il dit voilà, en fait la philosophie c'est l'ensemble des questions pour lesquelles on n'a pas encore un champ dédié, quoi, pour lesquelles on n'a pas encore une méthode spécialisée. Donc en gros, l'idée, c'est de dire voilà, la philosophie, c'est le résidu des questions pour lesquelles on n'a pas de discipline. C'est vraiment pour ça qu'il y a en fait tout et n'importe quoi dans la philosophie. Ça n'existait pas, du coup, des philosophes qui s'intéressent, qui se spécialisent, entre guillemets, entre deux sciences et qui essayent de faire des passerelles entre, etc. Alors, entre deux domaines, quoi. Souvent, l'idée à l'époque, c'était plus finalement du coup de créer son propre domaine, de créer un nouveau domaine. C'était plus dans la construction de ces domaines, quoi. L'idée, c'est que pour avoir une sorte de réflexion interdisciplinaire, c'est bien d'avoir 2 domaines solides qui collaborent. Là, on est vraiment à l'enfance de ces domaines. Et par exemple, si on prend un philosophe comme William James, qui est un des pères de la psychologie, c'est aussi un philosophe. Et il fait des ponts. Mais on est plus sur un mouvement d'exode, si vous voulez. Et l'idée, c'est que quand on est le XXe siècle, ceux qui restent en philosophie, ça va être principalement des gens qui considèrent que la bonne façon de faire de la philosophie, c'est pas de la façon empirique, si vous voulez. Parce que sinon, ils auraient fait une autre discipline. Donc, on arrive vraiment à cette idée de la philosophie qui ressemble plus un peu à ce qu'on connaît, qui est la philosophie, c'est une discipline qui se base pas sur l'expérience. Parce que tous ceux qui pensaient le contraire sont partis faire d'autres disciplines. Donc, c'est une discipline un peu purement intellectuelle, a priori, comme on dit, comme les mathématiques, qui repose pas sur l'observation, mais sur le pur raisonnement. Et il faut vraiment voir que du coup, la philosophie, ça a été vraiment le cœur de la vie des progrès intellectuels jusqu'au 19e siècle. Et puis on arrive au 20e siècle, c'est un peu un truc qui est laissé sur le côté de la route, quoi. C'est vraiment, il reste plus grand chose. Il reste vraiment que les questions qui ont l'air trop compliquées ou pour lesquelles on pense pas qu'on pourrait avoir de réponse. Alors il y a des tentatives pour justifier le rôle de la philosophie, et une des tentatives qui est en lien avec du coup ce qu'on veut discuter, c'est de se dire mais peut-être qu'un des buts de la philosophie, c'est plus de d'expliquer ce qu'est la connaissance en général, d'expliquer ce qu'est une preuve, d'expliquer les concepts qu'utilisent les autres disciplines, en fait. Mais en fait, il y a les concepts qui sous-tendent finalement les méthodes et les approches des autres disciplines. Ouais. C'est ça, il y a une façon de sauver un peu l'autorité ou l'utilité de la philosophie. Alors tous les philosophes ne défendent pas cette position sur la philosophie. J'imagine. Mais c'est une façon c'est une façon de le faire, c'est de dire... Et par exemple, dans des conceptions très positivistes de la philosophie, comme on peut avoir dans des écoles comme le Cercle de Vienne, qui sont très scientifiques par ailleurs, qui ne pensent pas qu'on peut avoir une connaissance métaphysique du monde qui va au-delà de celle de la science, que la connaissance du monde ne peut pas dépasser la connaissance scientifique. L'idée, c'est que la philosophie, ça va être un peu une sorte de discipline initiale qui va expliquer un peu les concepts, les méthodes, en fait, qui va... Voilà. La science, c'est quelque chose qui cherche le savoir avec des preuves. Qu'est-ce que c'est une preuve? Qu'est-ce que c'est le savoir? Etc. Donc il y a cette idée, oui, que dans cette conception-là, le cœur de la philosophie, ce serait un peu l'épistémologie, la théorie de la connaissance. Alors bien sûr, c'est pas du tout la seule conception possible de la philosophie. Il y en a qui défendent l'idée qu'il y a des champs, de toute façon, qui échapperont toujours à la science. Mais du coup, cette approche, elle a lancé un mouvement, en fait, à cette époque-là, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors plusieurs. Donc un des premiers, c'est justement au 19e siècle, on a un philosophe français qui était très très connu à l'époque, qui est beaucoup moins maintenant, mais c'est Auguste Comte. Je ne sais pas si tu vois un peu qui c'est. Oui, j'ai entendu parler. Qui a créé cette école qui s'appelle le positivisme, qui était cette idée que, voilà... D'une certaine façon, les sciences dépassent la philosophie, mais il faut une philosophie pour encadrer le tout quand même, pour expliquer justement le mouvement des sciences, que c'est une science, quel est le mouvement de la connaissance. Comme je disais, il y a le Cercle de Vienne, qui est quelque chose qui est créé en Autriche, qui est aussi très positiviste, qui pense que le rôle de la philosophie, c'est d'écarter les erreurs, les choses qui n'ont pas de sens, les erreurs métaphysiques, pour laisser de la place au discours scientifique. Au final, la philosophie est restée pendant pratiquement toute son existence associée à la connaissance, à la science de manière indirecte, puisque la science, le mot science n'existait pas, mais tu vois ce que je veux dire. Et finalement, quand s'en est détaché, on a un petit peu couru après la science pour essayer de la rattraper et de se réassocier à elle, quoi, quelque part. C'est un peu comme ça que je vois la chose, quoi, parce que sinon, finalement, ça s'est frité, tout ce qui était philosophie à ce moment-là.
C'est ça. Alors oui, ça c'est le grand dilemme du 19e siècle, justement, c'est est-ce que la philosophie doit courir après la science? C'est ce qu'ont fait certaines philosophies. D'autres philosophies ont essayé de trouver des espaces qui n'appartiennent pas à la science, par exemple la connaissance de la vérité ultime du monde, en essayant de construire des théories métaphysiques plus profondes. Donc, courir après la science, c'était une stratégie, et l'autre stratégie, c'est de dire, voilà, il y a un espace qui échappe entièrement à la science, et c'est de ça dont parle la philosophie. Alors, ça peut être des choses très triviales. On peut dire, voilà, ce qui échappe à la science, c'est les valeurs. Donc, le cœur de la philosophie, ça va être la question de comment vivre sa vie, de la morale, de l'éthique. Il y en a qui vont un peu plus loin en disant peut-être que la science, en fait, décrit uniquement la surface du monde et la nature profonde du monde, elle, c'est quelque chose qu'il faut accéder par des moyens non scientifiques. Et là, on arrive avec des projets philosophiques qui se détachent complètement des sciences pour dire qu'il y a une autre sorte de connaissance possible qui est uniquement possible pour la philosophie, par exemple. Après, c'est pas complètement faux, parce que, par exemple, l'éthique, est-ce qu'on peut appeler ça une connaissance déjà? Je sais pas. Mais si on appelle ça une connaissance, on peut se dire, oui, effectivement, c'est vrai. Alors ça, c'est une question philosophique. Est-ce que le bien et le mal, c'est juste des questions de goût et la seule connaissance qu'on peut en avoir, c'est des trucs un peu sociologiques, anthropologiques, en disant à telle époque, on trouvait que ça c'était bien, à telle époque, on trouvait que ça c'était mal, etc. Ou est-ce qu'il y a un vrai bien et un mal? Bon, ça, c'est un débat philosophique qui remonte à l'Antiquité, en fait. Si on pense qu'il y a une morale objective, on peut se demander comment est-ce qu'on peut la connaître, quoi. Comment on sait ce qui est bien ou mal? Et donc ça, c'est une question philosophique qui, clairement... très peu de gens considèrent que les sciences peuvent répondre à ce genre de questions. Ouais. Donc là, on aurait un espace qui est clairement celui de la philosophie. Et je pense que c'est un des rôles que remplit la philosophie aujourd'hui. Ouais. Si on parle de débouchés professionnels pour philosophes, il y a tout ce qui est comité d'éthique, commission d'éthique, comité d'éthique, que ce soit dans les hôpitaux, à des niveaux plus nationaux. Souvent, les philosophes, on les retrouve dans les discussions éthiques, quand il faut prendre des décisions, justement. Est-ce qu'il faut autoriser telle technologie? Dans quel cadre? L'éthique, c'est vraiment encore un débouché très clair pour la philosophie. Ouais, ça me paraît évident. Parce que même si on considérait qu'il n'y avait pas de réponse exacte, même si on considère que la morale est subjective, il faut quand même passer des lois, quoi. Donc, il faut quand même proposer des arguments pour dire que cette réponse, même si elle est subjective, elle est un peu plus raisonnable ou meilleure que d'autres. Oui, et puis finalement, il faut être aussi éduqué à toute cette philosophie-là pour avoir, entre guillemets, les bases, toutes les réflexions qui ont déjà eu lieu dans le domaine et pouvoir répondre en fonction de ce qui a déjà été pensé auparavant, parce qu'on ne peut pas complètement penser par soi-même, par magie, quoi. C'est ça. En plus, ça permet, oui, l'idée, c'est si on se base sur des centaines d'années de personnes qui ont déjà réfléchi à la question, l'idée, c'est que pas forcément qu'on va trouver la réponse dans ces... Oui, parce qu'ils peuvent se contredire, on connaît bien le problème. Mais par contre, ça permet de voir que des solutions qui nous paraissent évidentes, elles ont des problèmes qui ont été soulevés par la suite, quoi. Ouais. Et donc, suite à cette division, entre guillemets, de la philosophie entre celle qui court après la science et celle qui essaie de s'en détacher, finalement, pour apporter autre chose, est-ce que c'est celle qui est toujours en cours aujourd'hui ? La philosophie, c'est un champ très large. Il y a des façons très, très différentes de faire la philosophie. C'est assez incroyable. C'est un peu comme en psychologie, quoi. On dit que c'est la même discipline, mais un psychanalyste qui reste un patient et quelqu'un qui étudie les sciences cognitives, c'est quand même très différent. Donc, de la même façon, il y a des façons très différentes de faire de la philosophie. On en reparlera aussi, ouais. Ouais, une grande division qui existe, et qui est très discutée, mais au niveau international, on fait encore souvent la distinction en disant qu'il y a une philosophie qui est plus analytique, qui vient d'une tradition qui était d'abord autrichienne, puis qui s'est déplacée dans les années 30, bizarrement, vers l'Amérique et l'Angleterre. Ah bon? Bizarrement. Eh oui. À l'occasion de quoi? De quel événement? De voisinage. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est assez impressionnant, mais fin 19e, première moitié du 20e siècle, l'un des centres intellectuels les plus importants philosophiquement, c'est Vienne, qui est vraiment un ensemble où il y a une philosophie très en lien avec la science, en fait. C'est l'école qu'on appelle le Cercle de Vienne. Il faut voir, par exemple, parmi les fondateurs du Cercle de Vienne, il y en a qui ont fait de la logique, il y en a qui ont fait leur thèse sur la théorie d'Einstein, ce qui à l'époque était assez récent. Et effectivement, la vie intellectuelle viennoise s'est un peu dissoute dans l'entre-deux-guerres, surtout avec l'Anschluss et la montée du nazisme. En particulier, déjà parce qu'il y a une sorte d'anti-intellectualisme très très fort. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez intéressant dans le contexte actuel. C'est que cette vie intellectuelle viennoise, en philosophie, elle était très orientée autour d'un groupe que j'ai déjà mentionné, qui s'appelle le Cercle de Vienne, qui est vraiment un cercle de philosophes qui, en fait, s'inquiétait de la montée de l'irrationalité dans les années 20 et 30, dans le monde européen.
et qui justement trouvait que cette irrationalité, elle était liée à beaucoup de mouvements un peu spiritualité, conspirationnistes, un peu bizarres. Et leur but, c'était d'essayer de promouvoir une vision scientifique, plus scientifique du monde, en pensant que ça permettrait d'endiguer la montée de l'irrationalité. Donc ça n'a pas marché. Mais c'est un très bel essai. Il y a un livre qui a été traduit en français qui raconte cette histoire, pour ceux qui veulent voir un peu de l'histoire politique et l'histoire philosophique en même temps. Je crois que ça s'appelle « Pensée exacte au bord du gouffre », l'histoire du cercle de Vienne. Et ça raconte vraiment la tentative de tous ces intellectuels pour mettre en place une vision scientifique du monde et essayer de combattre l'irrationalité qui monte. Alors, c'est pas très rassurant parce que ça n'a pas beaucoup marché. Et bon, avec un trait justement, donc non seulement ils étaient intellectuels, mais une grande partie étaient juifs. Ce qui était aussi un défaut à l'époque. Par exemple, justement, Einstein, qui était une des grandes figures de la pensée intellectuelle de cette époque, sa physique a été rejetée justement dans ces pays après parce qu'elle était de la physique juive, quoi. Donc il y a vraiment eu pareil, il y a eu vraiment un flux de ces gens-là vers d'autres pays, principalement l'Angleterre et les États-Unis. Ce qui fait que l'Angleterre et les États-Unis sont devenus le centre de la pensée philosophique, d'une certaine forme de pensée philosophique après cette époque, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui est une philosophie vraiment basée sur une conception, il faut faire de la philosophie un peu sur le modèle et en contact avec les sciences, très basée sur la logique, sur le fait qu'il faut éviter les phrases qui n'ont pas de sens, s'assurer que ce qu'on dit vraiment quelque chose, etc. Et ça, c'est devenu un peu le mouvement dominant, on va dire, en philosophie à l'international. Même si, du coup, ça s'est beaucoup dilué, forcément, en devenant très, très large, quoi. Oui, forcément. C'est-à-dire que maintenant, ça a réintégré de la philosophie, de la métaphysique, de l'éthique, etc. Mais il y a un peu cette idée qu'on procède principalement par articles, en faisant des travaux collectifs, en essayant de rendre ces thèses les plus claires possibles, de façon à ce que les autres puissent y objecter. Et un autre courant, c'est ce qu'on appelle la philosophie continentale, parce que c'est quelque chose qui s'est développé surtout en France et en Allemagne, qui, elle, a un penchant un peu plus littéraire, qui a beaucoup fricoté avec la psychanalyse, qui est plus dans l'idée de grande synthèse intellectuelle du monde, de grandes théories générales, et qui souvent accentue beaucoup le contraste qui peut exister entre l'approche philosophique et l'approche scientifique. Donc tout ça, c'est vraiment des hommes de paille, tellement c'est généraux. Donc ça, c'est les deux grands courants à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a un troisième courant, je dirais, qui est un peu une spécialité, qui est plus la philosophie des profs de philo, qui est un peu une sorte de respect pour la tradition philosophique, l'idée d'aller chercher de la sagesse dans les textes anciens, etc. Mais ça, on en reparlera peut-être plus quand on parlera de l'enseignement de la philosophie. Ouais. Et moi, je vois ça un petit peu, je ne sais pas si je me trompe dans cette interprétation, tu me diras, mais pour moi, c'est un peu... c'est comme si la pensée en fait finalement était le summum, quoi, tu vois, c'est le fait de penser, le produire de la pensée, en fait, c'est ça qui est recherché, et ça va pas forcément toujours plus loin que ça, quoi. Alors t'es pas tout à fait d'accord. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le but de la philosophie depuis le début, quoi. C'est comme je dis, dès Aristote, il y a l'idée que finalement, est-ce qu'il faut que... Alors, l'idée, c'était plus de produire de la connaissance pour elle-même. Oui, voilà. Là, je parle pas de connaissance, je parle de la pensée. Effectivement, on pourrait dire, on pourrait dire que dans le courant analytique, il y a l'idée que il n'y a pas une valorisation de la pensée pour la pensée. Ce qui compte, c'est de tendre à la connaissance. Et c'est vrai que il y a une sorte de valorisation du pensée dans des courants plus franco-allemands. L'idée que on va pas tant tout de suite se demander si c'est vrai, plus se demander à quel point c'est intéressant, à quel point la pensée est riche. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ce que j'appelle ça, c'est un peu... c'est pas dérogatoire, même malgré l'impression. C'est un peu ce que je disais, c'est l'approche de la philosophie de type café philo. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, quand les gens vont à un café philo ou que tu organises un café philo, l'idée, c'est plus que les gens sont là pour réfléchir, pour penser. Si tu arrives en disant « Non, mais moi, je pense que c'est de la merde ce que vous dites. J'ai des arguments pour. » Alors, peut-être que tu as raison. Ça va mal se passer. Mais c'est pas l'ambiance qui est recherchée. On est plus là pour le plaisir de penser. Effectivement, il y a pas mal de gens qui produisent de la philosophie, qui s'engagent dans la philosophie avec cette idée qu'on est là pour penser. Alors, on pourra en discuter sur l'enseignement de la philosophie, justement. Et c'est vrai que moi, ça m'énerve. Alors, c'est très prétentieux, mais j'ai l'impression que l'idée qu'on voudrait en philosophie, en tout cas celle qui remonte depuis Socrate, c'est qu'on n'est pas là pour penser, on est là pour apprendre à bien penser. Enfin, pour essayer, en tout cas.
Que déjà vraiment les mythes Socrate, c'était justement c'était des gens qui pensaient, hein, qui allaient en disant ouais, moi le courage ou la justice, je sais ce que c'est facile, c'est ça. Socrate, il arrivait avec cette petite question à la con en disant oui, mais en fait, redescendons 2 secondes et est-ce qu'on sait vraiment Mais effectivement, on pourrait dire qu'il y a c'est un biais possible de la philosophie. Ouais. Pour illustrer un peu ce que tu dis, et justement dans les cafés philo, pour avoir participé à des cafés philo, des ateliers philo, il y a souvent ce discours qui est il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ben non, je suis désolé. Il y a des réponses qui sont meilleures que d'autres. Et ça, c'est assez frappant parce que justement, quand on fait l'histoire de la philo, un des tout premiers gros débats de l'histoire de la philo, c'était le débat de Platon contre les sophistes, en fait. Donc, comme j'ai déjà dit, les sophistes, c'est des sortes d'intellectuels de l'époque qui sont d'ailleurs très intéressants. Ils ont très mauvaise presse, mais pour de très mauvaises raisons. Mais l'un des débats principaux, c'était qu'un de ces sophistes, qui s'appelait Protagoras, a défendu une thèse qu'on appelle le subjectivisme universel, c'est l'idée que toutes les opinions sont valables, quoi. Et l'une des marques de la philosophie depuis l'Antiquité, mais qu'on trouve chez Platon, chez Aristote, vraiment ce qui distingue le philosophe des autres à l'époque, hein, c'est vraiment Platon qui le dit, c'est pas moi, c'est que le philosophe, lui, a compris que toutes les opinions ne se valent pas, quoi. Son but, c'est justement d'aller chercher, de surmonter les apparences pour essayer de s'approcher le plus possible de toutes les opinions se valent. Mais c'est vrai que, et ça c'est dur quand on reçoit des élèves en première année, hein, en philosophie, c'est que certains arrivent avec cette idée que on est là et on peut dire ce qu'on veut, quoi. C'est ça, c'est un peu c'est un peu comme je disais la caricature de la philosophie. On va tous tirer un joint et dire ce qui nous passe par la tête et on va tous dire ah ouais, c'est trop profond ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça. Après le truc, je pense que c'est pas du tout les mêmes objectifs et visions. Le problème, c'est qu'on utilise le terme philosophie pour les deux, parce que quelque part, réfléchir, c'est aussi philosopher. Quand tu réfléchis, essayer d'approcher la vérité, malgré tout, même si tu as des mauvaises méthodes. Donc forcément, associer le mot, c'est logique, mais néanmoins, c'est vrai que c'est pas très satisfaisant, on va dire. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, quand tu fais des ateliers philo ou des choses comme ça, la démarche, avant tout, c'est de faire réfléchir les gens, effectivement. Ça se limite à ça. C'est-à-dire que tu pars du principe qu'à partir du moment où les gens ils vont réfléchir, déjà ils vont activer leur esprit critique. Et donc, qui vont essayer de mobiliser, en tout cas, des arguments, des choses comme ça, qui sont des choses qui rentrent dans le cadre de l'esprit critique, hein, savoir mobiliser des arguments, etc. Mais après, c'est pas suffisant pour l'esprit critique. Il faut aller un petit peu plus loin. Mais déjà, c'est un premier pas, tu vois, c'est une première approche. Et je pense que dans la plupart des cas, l'idée de base, c'est celle-là. C'est essayer déjà de faire réfléchir, c'est une première chose, et après, on verra plus tard. Non, mais en fait, oui, j'étais un peu cruel, et je pense que c'est vrai qu'il y a une première phase, et je pense que justement, comme je disais, ces cafés philo, c'est pas quelque chose qui est dérogatoire contre les cafés philo, c'est que c'est bien d'avoir un endroit où, justement, on peut développer ce genre de pensée, et puis les partager avec des gens. Moi, mon problème, c'est que quand ensuite, on essaie de réduire la philosophie à ça, et puis ça produit un effet un peu juste très relativisant, en disant commencer à dire qu'une théorie est fausse et l'autre pas, ça devient anti-philosophique pour les gens. T'es pas un philosophe si tu commences à dire moi je pense que sa théorie elle marche pas. J'ai vu ça parce que là je suis en train de faire la formation des profs et puis on est souvent mélangé aux profs de lettres pour tout un tas de raisons qu'on pourra discuter. Et bien tu sens que souvent les profs de lettres, quand ils veulent faire de la philosophie avec toi, ils commencent à dire ah ouais moi j'adore cette théorie, puis toi tu dis oui mais moi je pense que cette théorie elle marche pas. Puis t'as vraiment l'impression que t'as un peu rigolé ou pété un enterrement, quoi. C'est vraiment le même genre de transgression. Pour eux, le mode philo, le code éthique, genre les normes de la pratique philosophique, c'est on devrait pas avoir le droit de dire que les gens ont tort. On devrait être dans l'idée, on peut dire ça c'est intéressant, et puis moi je trouve que c'est intéressant pour telle ou telle raison, mais on devrait pas pouvoir dire non, je suis pas d'accord. Ouais, en gros, il faudrait être dans le débat, alors que entre guillemets, si tu dis non, c'est nul pour telle ou telle raison, entre guillemets, tu clôt le débat, quoi. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que justement, un vrai débat, ça suggère qu'on va échanger des arguments pour essayer de voir quelle position est la meilleure. Et moi, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est pas encore un débat, c'est une sorte de... Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste la vision aussi du débat qui est déformée souvent par ce qu'on peut voir à la télé, etc. Parce que là, je veux bien, effectivement, ouais. Ouais, c'est un peu ça, et c'est un peu triste. En même temps, je comprends que cette première phase, elle est très bien, et en fait, d'une certaine façon, c'est d'abord ce que tu fais avec tes élèves. T'arrives pas en leur disant « Tu penses quoi de ça ?»« Non, c'est nul !» Non, effectivement, t'as une première phase du cours de philo, il faut déjà les décoincer, qu'ils arrivent à exprimer leurs idées, il faut créer un climat propice à ça, parce qu'ensuite, justement, le problème, c'est que des fois, t'en as dans la classe qui vont commencer à dire « C'est nul !» dès que quelqu'un dit quelque chose. C'est agréable. T'as toujours des élèves un peu très agréables comme ça, qui vont bloquer les autres, qui vont faire un mauvais climat de classe. Mais le truc, c'est que tu peux pas rester là dans le cours de philo, parce qu'il faut que tu te dépasses. Je veux dire, le sens de l'histoire de la philosophie, il y a
pas un seul auteur, c'est dans le grand auteur d'histoire de la philosophie, pour lequel la philosophie, ça n'a pas été critiquer les autres pour dire que pour eux, tel point de vue est meilleur parce qu'il y a tel ou tel argument rationnel selon eux. Il ne faut pas en rester en fait au mode X Twitter, quoi. Sinon, ça va pas bien loin, quoi. Alors, j'ai l'impression que le mode X Twitter est presque plus extrême dans le sens où il y a pas. Non, moi, ce que je critique, c'est pas le mode X Twitter, c'est plus le mode œcuménique où on n'a pas le droit de dire que les autres ont tort. On peut juste dire moi j'ai un point de vue différent, ton point de vue il est intéressant, mon point de vue à moi il est un peu différent. Le mode X Twitter c'est plus le contraire, t'as même pas encore ouvert la bouche que t'as. Oui, mais je parlais par rapport aux élèves qui disent que non t'as tort et qui donnent pas forcément d'arguments derrière, quoi. C'est ça, c'est un autre problème. Ouais, non, oui, là ça ressemble plus à ça. Heureusement ils sont pas aussi nombreux que sur Twitter. Ouais. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ne ratez pas le prochain épisode où nous parlerons des problèmes de la philosophie, notamment dans le système éducatif français, mais également dans les médias. N'oubliez pas de suivre le projet Utopia pour ne rien rater de ces prochains questionnements, et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee et sur Libérapay afin de contribuer à l'amélioration du podcast. À bientôt.